Vendredi soir, première partie, ravi de vous retrouver et merci à Marie-Noëlle Lienemann d'être avec nous, sénatrice gauche, républicaine et socialiste de Paris, ancienne ministre. Sylvain Maillard est à vos côtés, député de Paris de la majorité LREM, porte-parole d'ailleurs des députés de la République En Marche. Bonsoir. Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement national. Bonsoir. Et à vos côtés, Philippe Vigier, vous êtes président du groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale. Plutôt centriste donc. Macro-compatible ou pas? On ne sait plus. Quand ça va bien, on soutient. Quand ça va mal, on le dit haut et fort. Tout simplement. Le pragmatisme du quotidien. Alors, cette affaire PSA qui en a ému plus d'un. Regardez ce qu'a révélé Fabien Roussel, le numéro 1 des communistes, que PSA, le constructeur automobile, faisait appel à des salariés de Pologne ou d'Espagne pour remplacer les intérimaires français. Évidemment, ça fait réagir au gouvernement. Ce soir même, d'ailleurs, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, condamne cette initiative de PSA. Je vous laisse découvrir son communiqué qui vient de tomber. Écoutez également le maire d'Ordain de cette usine du Nord où tout cela se déroule, le maire communiste pour qui ça a été un choc. C'est assez intriguant la manière dont les choses se sont produites. Et aujourd'hui, 500 intérimaires qui sont soit au chômage partiel, soit dont les missions n'ont pas été renouvelées. Et nous, on apprend que à peu près environ 530, je crois, personnes d'origine soit polonaise, soit espagnole, vont venir travailler à partir de lundi au fur et à mesure. Je crois que c'est 150. Aujourd'hui, en sortie de crise sanitaire, on se pose beaucoup de questions. C'est un choc et en plus la communication n'avait pas été faite. Enfin, en tout cas moi localement, je n'avais pas été prévenu. Réaction là-dessus, Marie-Noëlle Lienemann, choc ou pas? Oui, enfin moi je trouve que c'est quand même c'est indécent. D'abord, premièrement, PSA, certes, n'a pas demandé le plan, les prêts garantis, mais enfin bénéficie du chômage partiel payé par les habitants de notre pays. Deuxièmement, quand ils allaient mal, heureusement que l'État français était là, Peugeot. Ils étaient bien contents de nous trouver il y a quelques années. Tout ça pour un truc. Et les intérimaires, les gens ne sont pas des pions, les salariés. Déjà, je considère qu'il y a souvent trop d'intérim dans l'industrie. Et d'ailleurs, ça rend moins attractifs ces métiers qui sont pourtant tout à fait indispensable, mais en plus, quand ça va mal, alors que la ministre pleure, il y a des mesures simples à prendre, qui d'ailleurs, à mon avis, n'est pas valable que pour l'automobile, qui est aussi valable pour le bâtiment. Moi, je demande qu'on suspende la directive travailleurs détachés, non pas pour interdire tout travailleur détaché dans la période, mais pour rétablir une autorisation préalable. Ce ne sont pas des travailleurs détachés, là, ce sont des salariés de PSA en Pologne et en Espagne qui rapatrient en France. Ils sont quand même travailleurs détachés, ils viennent de leur pays, ils sont venus... Ce sont des salariés de PSA au départ. Non. Travailleurs détachés. Oui, mais on les ils détache. sont travailleurs détachés parce qu'ils n'avaient pas un statut français. Ils n'avaient pas un statut français. Bon, donc moi, je pense qu'en tout cas, il faut prendre ces mesures, non pas pour fermer tout, mais pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus de ce côté-là. Donc moi, je demande solennellement... Vous dites abus, donc, là? Oh ben non, mais franchement. Ouais. Et en plus, c'est une conception des salariés, parce qu'un beau jour, ils vont dire aux Français, et les gars, je manque de bras en Pologne, allez travailler en Pologne. Non, mais les gens ne sont pas des pions, on vit quand même sur... Dernière chose que je voulais dire sur les intérimaires, c'est qu'il y a un gros problème de chômage pour ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi, les intérimaires, les extras de l'hôtellerie-restauration, les gens qui travaillent dans l'événementiel. Ils ne bénéficient pas, comme les intermittents du spectacle, d'un système d'indemnisation chômage. Et là, il y en a un certain nombre qui n'ont plus rien du tout. Donc, Madame Pénicaud, non seulement elle devrait agir sur les travailleurs détachés, mais surtout restaurer une capacité de chômage pour tous ces intermédiaires de l'emploi. J'ajoute que l'État possède 15% de PSA. Hein, oui, absolument. En plus, bonsoir Franck Théry, vous êtes secrétaire général CGT de cette usine d'Ordain dans le Nord. On vient de découvrir donc le communiqué de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui condamne cet agissement de PSA. Satisfaction ? Écoutez, la politique de PSA de faire du travailleur
du salarié de PSA, un nomade de l'industrie automobile. C'est un réel projet qu'elle a depuis pas mal de temps. Et donc aujourd'hui, si PSA renonce ou renonce pas au prix de main-d'œuvre qu'elle a annoncé sur les travailleurs de Pologne et de Saragosse aussi, parce qu'il y a aussi des salariés de Saragosse qui vont venir sur le site de PSA Ordin. C'est vraiment une stratégie justement pour diminuer les effectifs massivement dans le groupe PSA, et les premières victimes, ce sont les intérimaires. Mais est-ce que vous donnez quand même satisfecit à la ministre du Travail qui ce soir condamne cette action du groupe automobile ? Écoutez, si ce soir la ministre met PSA en demeure de renoncer à ce projet, c'est pas pour ça que PSA ne va pas ressortir ce projet dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois futurs. Donc il y a une réelle volonté du groupe PSA de vouloir faire de la mobilité internationale. Ouais, je voulais vous faire écouter, pardon, parce qu'on a peu de réactions de PSA là-dessus, mais la DRH de l'usine d'Ordin, écoutez ce qu'elle dit. Nous avons réquisitionné toutes les solutions d'appart-hôtel. Nous avons dû aller jusqu'à Lille, puisque compte tenu du nombre de personnes à accueillir, elles seront transportées en bus. Nous irons les chercher le matin, au début de chaque équipe, et nous les ramènerons. Donc, vous le comprenez, ils assument complètement, réquisition d'appart-hôtel, d'hôtel jusqu'à Lille pour accueillir ces travailleurs polonais ou espagnols. Oui, PSA assume son projet de vouloir faire du travailleur, du salarié de PSA, un nomade de l'industrie automobile. Aujourd'hui, PSA demande à des salariés de Pologne et d'Espagne de venir remplacer les intérimaires sur le site de PSA Ordin. Demain, ça sera les salariés de PSA Ordin à qui on demandera de faire de plusieurs milliers de kilomètres pour aller travailler en Espagne, en Angleterre, dans n'importe quel pays, et même dans d'autres régions de France. Il y a des mobilités régionales qui existent dans le groupe PSA au travers des accords de compétitivité. PSA veut pousser à l'extrême ces accords de compétitivité en disant « maintenant, vous allez travailler où je veux ». Bon, réaction autour de ce plateau, parce qu'après tout, est-ce qu'on est dans l'illégalité ou pas dans le Code du travail, Jérôme Rivière ? Non, mais si vous voulez, ce qui est absolument ridicule, c'est que vous entendez aujourd'hui Mme Pénicaud qui explique qu'elle condamne. Et l'État, il n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour commenter, il est là pour agir. On est en période de... C'est encore une société privée, PSA. Oui, mais nous sommes, je vous rappelle, dans le cadre d'une crise sanitaire importante. Les Français, un certain nombre de Français n'ont pas accès, par exemple, au restaurant dans un certain nombre de zones classées orange. On a donc un risque qui existe, ou sinon c'est une privation de liberté excessive. Des frontières pouvaient tout simplement être établies pour éviter que ces travailleurs polonais viennent. Aujourd'hui, vous allez en Angleterre, pendant 14 jours, vous êtes isolés. On fait donc venir des gens d'Espagne et de Pologne sans se poser la question de savoir si la sécurité, au-delà du problème qui est de cette directive travailleurs détachés. Oui, mais moi je vous demande de réagir sur l'attitude de PSA. Mais moi, je veux réagir sur l'attitude de l'État. PSA vit avec les règles qui lui ont été fixées. C'est des règles que je condamne, notamment la directive sur les travailleurs détachés, mais c'est la colonne vertébrale de la politique de l'Union européenne, soutenue notamment par Emmanuel Macron. Et donc aujourd'hui, PSA joue avec ces règles-là, ce qui est indigne et mais ça menace les travailleurs français, effectivement. Mais derrière, l'État, surtout, pourrait réagir. Aujourd'hui, il a les moyens d'imposer tout simplement une frontière pour éviter que ces travailleurs ne viennent. Pour pas faire venir les... Alors, écoutez la réaction de l'État avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie qui dit quand même on va vérifier tout ça de très près. Ce qui serait inadmissible, c'est que PSA profite du chômage partiel d'un côté et fasse venir des salariés de l'autre pour essayer d'équilibrer. Il ne respecte pas les règles du travailleur détaché. Et c'est pour cela que nous sommes en train de regarder. Et regarder pourquoi ? Pas juste pour regarder. Regarder pour arrêter si ce n'est pas conforme à la législation. Bon, Philippe Vigier, j'allais dire c'est le minimum syndical, ça de vérifier si c'est légal ou pas. C'est un peu le minimum syndical. Je voudrais rappeler à Carlos Tavares, le patron de PSA, qui est une belle boîte, qui a gagné beaucoup d'argent, qui il y a quelques années, ils ont été contents que l'État leur prête 2 milliards. Moi, je ne l'ai pas oublié. Et donc,
Je suis désolé. À l'époque, il était numéro 2 de Renault. Il était lui-même. numéro 2 de Renault, mais après, oui, mais enfin, depuis, maintenant, il est devenu numéro 1 de PSA. Donc maintenant, bien sûr, il a bénéficié, comme a dit Marie-Noëlle Lienemann tout à l'heure, naturellement du chômage partiel. Mais là, le patriotisme économique, ça existe. On a pris 850 000 chômeurs dans la figure au mois d'avril. On va en prendre combien en mai? La même chose. Et là, on a une capacité d'avoir 500 emplois. On va les chercher à 500, 1000 km, 2000 km. Je ne parle même pas du gaz à effet de serre, je ne parle même pas du fait que tout ça va coûter beaucoup d'argent. Non, c'est scandaleux. Je trouve même que c'est amoral. Alors, je leur demande vraiment de se ressaisir. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Franchement, alors que cette semaine, il vient d'y avoir l'annonce par le gouvernement d'un plan de soutien à l'automobile considérable. Et on laisserait faire ça. Non, je pense que l'ensemble de la classe politique doit se lever. Et je suis heureux que Mme Pénicaud, elle a un peu tardé. Et Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire a fait un communiqué. Bon, c'est qu'en clair, ça y est. Maintenant, ils sont en train de s'en occuper. Donc, il faut aller au bout. Ouais. Bon, Sylvain Maillard. Oui, évidemment, c'est inadmissible. Je pense que la réaction de Bruno Le Maire, de Muriel Pénicaud, correspond à la situation qu'ils ont dû découvrir. Hein. On a eu cette information, a priori, il y a quelques heures. Moi, je voudrais juste dire une chose sur Peugeot, qui est une très belle boîte. Philippe Vigier l'a dit, et je le redis. Mais le patriotisme économique, il doit aussi se traduire, au-delà de ce cas, dans les tarifs. Philippe Vigier l'a dit aussi, on a fait une prime vraiment pour faciliter, de faire en sorte que les Français puissent acheter de nouvelles voitures et pour favoriser le monde de l'automobile. Apparemment, d'ailleurs, ça repart. Hein, mais très bien. Ouais. Sauf qu'au 1er juillet, et j'en profite, ils ont augmenté de 1 000 € sur leur prix catalogue une partie des voitures qui correspond à la prime, donc ça absorbe une partie de la prime. Peugeot, PSA. Ouais. Et j'ai eu l'occasion déjà de le dire il y a quelques jours. Oui. Alors, moi, la seule chose, c'est que je demande à PSA de faire en sorte qu'on est dans un moment extrêmement difficile. Tout le monde doit se serrer les coudes. L'État français possède une partie de PSA. Et donc, il faut faire en sorte que PSA soit un bon élève. C'est la moindre des choses de ce qu'on attend. PSA joue pas le jeu, là ? Écoutez, concrètement, on vous donne ce cas-là et l'autre. Non, clairement non. Vous savez qu'il y a une question qui s'est posée avec cette crise du Covid, c'est comment on est capable demain en France d'avoir plus en matière de santé. Regardez les médicaments, on a tout externalisé. Vous voyez, dans mon département, moi j'ai la chance d'avoir Pôle Santé qui est à Pharma, qui est à Dreux, où on a un savoir-faire extraordinaire. Bon, on sait que la France est extrêmement dépendante pour un certain nombre de secteurs industriels et stratégiques. Et au moment où on se dit, ça y est, il y a un peu de patriotisme français ou européen, moi je suis très européen, et puis on considère qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Là, c'est des Polonais et des Espagnols qui arrivent. Hein. Oui, mais là, avec une petite... Non, mais attendez, là, il ne s'agit pas de bâtir une nouvelle filière. Les médicaments, ils ne se font pas plus en Pologne qu'ils ne se font en France ou qu'ils se font en Allemagne. Enfin, 90% des médicaments, ils sont faits où ? En Inde, en Chine. Il y a aussi un problème interne à l'Europe. La Pologne est un des pays qui a le plus bénéficié des délocalisations françaises. Marie-Noëlle Lienemann, vous savez très bien quand est-ce qu'on les a ouverts. C'était Chirac-Jospin en 2000. Personnellement, vous savez que j'ai voté contre. Hein, donc, oui. Et donc, à partir de là, on connaît bien ce mécanisme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, tout en se félicitant du fait que l'Europe essaie de réagir, si on ne change pas les règles du marché intérieur, les délocalisations internes à l'Europe vont continuer. Donc, quand on me dit vous savez bien, dans le secteur, européen, pardonnez-moi, de la voiture, mais des petites voitures, on n'arrive pas à les faire en France. Et pourquoi Toyota ? Parce que les charges sont trop fortes. Attendez, le contre-exemple, c'est Valenciennes Toyota, c'est ce qui a fait Bordeaux. Et pourquoi les Japonais sont capables ? Ils sont super contents. Les PSA, ils gagnent de l'argent en France avec la 3008. D'accord, mais qui a un coût nettement plus élevé. D'accord, mais il n'en demeure pas moins. C'est un problème d'organisation de la structure industrielle. Voilà, exactement. Je vous dis, Toyota et Yaris, les salaires sont les mêmes. Bon. Donc, franchement, il y a aussi une question de volonté politique de ces pays. Pardonnez-moi, mais on avance. Et merci à Franck Théry, secrétaire général CGT de cette usine PSA d'Ordain, d'avoir été avec nous. Les manifestations dans les grandes villes aujourd'hui, des policiers qui se sentent lésés par leur ministre de tutelle, qui a parlé de soupçons avérés pour certains d'entre eux. On va voir la banderole des policiers sur les Champs-Élysées. Pas de police, pas de paix, pouvait-on lire sur cette banderole. Et à l'instant, Christophe Castaner, alors peut-on parler de rétropédalage ? En tout cas, le ministre de l'Intérieur vient de publier cette lettre, cette directive, où il dit notamment, après avoir parlé de soupçons avérés, que non, la présomption d'innocence est la règle. Il n'a jamais été question de remettre en cause la présomption d'innocence à laquelle policiers et
gendarmes ont évidemment droit, comme tout un chacun, dit Christophe Castaner, qui recevait à nouveau les syndicats de policiers dans la journée. Et puis à propos de la fameuse clé d'immobilisation dont il a dit, elle sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie, elle est désormais interdite. Bah oui, mais parce que quant à la technique de l'étranglement, ce soir, ce qu'il écrit, elle a été jugée dangereuse par le groupe de travail. Cette technique ne sera plus enseignée dans les écoles de police, mais je vous sélectionne le passage important. Il convient de préciser que cela ne remet pas en cause, dans les cas de confrontation physique avec des individus qui opposent une résistance, la possibilité de réaliser une prise arrière de façon à amener l'individu au sol pour le menotter. Donc, on n'a plus le droit, mais on a le droit. Non, c'est deux techniques différentes. C'est deux techniques différentes. Deux techniques différentes. Il y en a une, c'est un étranglement pour faire perdre. Oui, mais non, mais vous savez, moi, il y a beaucoup de manifestations dans le 8e arrondissement où je fais campagne, et je peux vous assurer tous les samedis, malheureusement. Et c'est deux techniques différentes. Il y en a une qui est une technique d'étranglement qui fait en sorte que la personne qui est souvent beaucoup plus grande que vous perd son souffle et donc est plus facile à menotter. Et puis une autre technique qui est de prendre par le cou, de faire basculer par l'épaule et de faire tomber par terre, et ensuite vous l'accrochez, et donc vous le menottez, pardon. Et donc c'est cette technique-là qui, bien sûr, doit pouvoir continuer, parce que sinon, comment faites-vous pour attraper quelqu'un? Mais par contre, la technique de ce qu'on dit de l'étranglement, de l'étouffement, c'est quelque chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention, et qui va être interdite. J'ajoute que Christophe Castaner dit que cette technique sera remplacée par quoi? Il y a une commission ad hoc qui va y réfléchir et donner ses conclusions le 1er septembre prochain. Bonsoir. Oui, c'est important, parce que les policiers doivent se protéger. C'est des pères et des mères de famille. Il n'y a pas de... Voilà, ils sont... et apparemment, le taser, ça ne suffit pas. Le soir, ils doivent rentrer chez eux ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'il fallait réfléchir sur les techniques à mettre en œuvre. On sait qu'il y a des techniques dangereuses qui finissent par parfois des décès en France et ailleurs. Et il faut que la police française aurait dû, depuis un bon moment, réfléchir à quelles sont les bonnes stratégies et quand on voit qu'il y a des risques, les abandonner. Il y a des pays qui ont abandonné certaines techniques, d'autres qui sont bonnes. Donc, au lieu d'attendre et de faire de la com, d'aller dire on arrête machin sans savoir ce qu'on fait, ils auraient dû faire... moi, je pense qu'il y a dans les déclarations de Castaner une volonté de faire une réaction politique qui, à mon avis, était mal préparée, ne correspondait pas à la situation, et surtout montrait qu'ils n'avaient rien fait depuis 2 ou 3 ans, et peut-être même avant, alors qu'il aurait fallu s'attaquer sérieusement au problème de la police. Justement, moi j'aimerais donner la parole à David Olivier Reverdy. Vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance. D'abord, votre réaction après les propos de Christophe Castaner sur le soupçon avéré. Il dit non, respect pour la police et présomption d'innocence, évidemment, qui vaut avant tout. Vous lui donnez acte ? Bien sûr, on donne acte, mais ces propos donnés il y a 48 heures ont soulevé chez nous un tsunami d'indignation. On s'en rend compte dans tous les commissariats de France. On l'a manifesté, nous, aujourd'hui, avec nos partenaires Synergie Police, SICP et le syndicat UNSA Police, en descendant les Champs-Élysées et en allant sous les fenêtres de Beauvau, du ministère de l'Intérieur, pour pratiquer une minute de silence et entonner la Marseillaise, pour justement rappeler que ces propos-là étaient inadmissibles et qu'on n'entendait certainement pas ça du premier flic de France. Autre réaction, quand il écrit ce soir, je découvre la lettre avec vous, il convient de préciser que cela ne remet pas en cause, dans les cas de confrontation physique avec des individus qui opposent une résistance, la possibilité de réaliser une prise arrière de façon à amener l'individu au sol pour le menotter. Là aussi, vous lui donnez acte que il prévoit encore certaines prises possibles pour arrêter et pour maîtriser un individu. Je vais profiter de votre antenne pour faire une petite mise au point. La prise d'étranglement, dont tout le monde parle aujourd'hui, y compris le ministre, n'existe plus depuis 10 ans. Elle n'est plus enseignée dans aucune école de police, elle n'est plus pratiquée par personne. Aujourd'hui, on parle du contrôle-tête. Le contrôle-tête, c'est justement une prise arrière qui nous permet, sans appui sur la trachée, de faire un déséquilibre arrière de manière à accompagner la personne qui est bien souvent de forte corpulence, assez forte, et surtout souvent épris d'alcool ou de drogue, donc ne se laissant pas faire, assez virulente, de l'amener au sol
afin de pratiquer la technique de monotage adéquate et immédiatement après l'asseoir pour pouvoir le lever, le mettre dans une voiture et partir au commissariat. Il ne s'agit pas d'étrangler quelqu'un, il ne s'agit pas d'appuyer avec notre genou sur son cou ou sur sa nuque. Tout ça, c'est des techniques qui n'existent pas. On Donc n'est ça pas aux veut dire, États-Unis. attendez, Il ne ça faut veut pas dire faire que ce qui d'amalgame. s'est passé aux États-Unis sur George Floyd serait absolument impossible en France ? Et absolument, c'est impossible en France. Et on fait des parallèles parce qu'on parle de prise d'étranglement et c'est vrai que l'opinion publique, quand on parle d'étranglement, on pense à une strangulation. Et donc, forcément, c'est un jeu extrêmement dangereux où on a plus de chances de tuer la personne que de le maîtriser. Il ne s'agit absolument pas de ça en France. En France, on parle d'un contrôle-tête depuis 10 ans. Et le contrôle-tête nous permet juste d'opérer un déséquilibre arrière, d'accompagner la personne qui a sa tête bloquée contre notre épaule et de l'accompagner par un déséquilibre arrière au sol afin d'y pratiquer une technique de monotage, l'asseoir et immédiatement le lever. Il ne Donc ça, s'agit c'est pas de rester toujours- 8 minutes c'est sur toujours quelqu'un, permis, notre pardon. poids du corps sur sa nuque ou sur son cou. David Olivier Reverdy, un certain nombre de syndicats demandent également ce soir, on va le voir, directement à être reçus par Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Que vous avez plus confiance en votre ministre de tutelle? Alors, on demande à être reçu par Emmanuel Macron et les syndicats dont vous parlez, c'est justement ceux que je vous ai cités tout à l'heure, dont Alliance est à l'initiative donc de cette manifestation avec ses partenaires et le syndicat UNSA Police. Pourquoi on demande à être reçu par Emmanuel Macron? Parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, j'allais dire, n'est qu'un fusible et que tout ce qui se passe dans ce gouvernement remonte au Premier ministre et in fine à l'Élysée, à M. Macron. Et on aimerait que l'Élysée, le président de la République, puisse apporter un soutien sans faille aux forces de l'ordre qui, tous les jours, quotidiennement, on le verra encore demain, seront sur le pied d'œuvre. Mais alors Et attendez, je il tiens sert à aussi rien, il sert à rien, Castaner? Non, mais Castaner, l'histoire, c'est qu'il a, entre guillemets, il a commis cette bourde sémantique qui est pour nous totalement indigne du premier flic de France, je vous l'ai dit, et on demande à ce que quelqu'un prenne la parole, vu que le Premier ministre aujourd'hui est complètement, j'allais dire, aphone. Également, quand on entend la garde des Sceaux de ce même gouvernement dire que ce qui se passe dans la police aujourd'hui est un épiphénomène et que ce sont juste des gestes d'humeur de policiers et que ça va passer, je pense que cette dame vit dans un autre monde et qu'elle n'a vraiment pas pris la température de ce qui se passait dans les commissariats en France. Alors et justement, je trouve que ça, c'est quand même extrêmement grave. on va l'écouter, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. J'imagine que c'est un mouvement d'humeur qui s'apaisera. Moi, je pense que la police, qui est une police républicaine, partage exactement ce que nous disons, enfin ce que je vous dis là. C'est-à-dire que partout où il y a lieu, il faut lutter contre le racisme. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit dans la police plus qu'ailleurs. Je n'ai pas regardé d'études sociologiques, mais chaque Français a quelque part en lui un risque de racisme. Il faut lutter contre ça. Alors, réaction sur ce plateau, sur ce que vient de dire la garde des Sceaux et ce syndicaliste d'Alliance. Bon, entre Mme Belloubet qui accuse à mots à peine couverts les Français d'être finalement des racistes et Monsieur Castaner qui se livre à une pitrerie supplémentaire, on a une déliquescence de l'État qui est très inquiétante. On a demain une manifestation qui est interdite, qui va être tolérée. La manifestation des policiers était interdite aussi. Oui, non, mais demain, cette manifestation interdite, elle donne lieu à des consignes du préfet de police qui demande aux commerçants qui sortent encore d'une période extrêmement compliquée de fermer et donc d'avoir une journée supplémentaire sans pouvoir avoir d'activité économique. Il n'y a plus d'État. L'État n'existe plus aujourd'hui, plus rien n'est respecté. D'ailleurs, Castaner l'a très bien dit, l'émotion passe avant la loi. Aujourd'hui, il était très ému de la manifestation des policiers. Il a donc changé de pied. Mais on ne gère pas la France avec un pitre. Et aujourd'hui, c'est extrêmement grave ce qui se produit parce que sans État fort, capable de faire respecter les lois, le cadre de vie commun, nous voyons des minorités qui viennent s'agiter et qui viennent perturber la vie du plus grand nombre. Quand vous écoutez Philippe Figier, syndicaliste, dire nous, Castaner, en gros, on n'a plus envie de parler avec lui, on veut directement Emmanuel Macron parce que c'est lui qui décide. Si vous voulez, ce syndicaliste, il dit quoi? Le lien de confiance entre le ministre et puis les policiers et les gendarmes est rompu. C'est ça le sujet. Et je rappelle quand même que lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes et toutes les violences qu'on a pu connaître pendant une année, pas les Gilets jaunes, mais tous les casseurs qui étaient là, on était tous satisfaits, contents que le maintien de l'ordre soit au rendez-vous. Quand même, hein. Non mais ce que je veux dire...
moi, j'ai pas oublié les attentats de 2015, vous non plus. J'ai pas oublié non plus ces manifestations absolument d'une violence inouïe qu'on a connues. Après, les policiers, les gendarmes font partie naturellement de la République et puisqu'ils représentent l'ordre, ils incarnent l'ordre aussi, ils doivent respecter complètement les lois républicaines. Mais là où Christophe Castaner a commis une erreur considérable, c'est qu'il a jugé à chaud en disant, voilà, sans même que la présomption d'innocence soit au rendez-vous, on peut éventuellement... C'était pas à chaud, hein, c'était une déclaration... Donc, à partir et quand on voit son communiqué avec les drapeaux derrière... Quand on voit son communiqué d'une page et demie, où d'ailleurs il a réussi un extraordinaire phénomène, c'est de rassembler tous les syndicats de police qui en général ne sont jamais ensemble pour dire on veut aller voir le président de la République. Il s'est mis en état de faiblesse lui-même. D'ailleurs, vous savez, Emmanuel Macron, lorsqu'il l'a nommé, avait mis 10 jours après le départ de Gérard Collomb. Être ministre de l'Intérieur, c'est aussi quelque part connaître cette maison-là et se faire en sorte que derrière, on soit incapable justement de faire que la sécurité des Françaises et des Français, ce sont aussi des hommes et des femmes, comme le disait Sylvain Maillard, les policiers, ces gendarmes, qui ont aussi une dignité qu'il faut aussi respecter. Donc c'est un équilibre ténu, un équilibre difficile, mais le ministre s'est mis en situation de grande fragilité tout seul. Ouais, bon, on va avancer un petit peu. Évidemment, tout ça, c'est à la suite des manifestations aux États-Unis après la mort terrible de George Floyd, et on voit un certain nombre d'épisodes se augmenter en ce moment en France contre les colonialistes de tout poil. Regardez ce qu'on a appris ce soir. Je ne sais pas si on va voir la vidéo. Un groupe de 5 hommes au musée du Quai Branly à Paris est allé arracher une œuvre, un poteau funéraire du 19e siècle, un poteau Barry, pour dire on le ramène chez nous. Alors évidemment, immédiatement, protestation du ministre de la Culture. Regardez, ils sont en train de l'arracher, hein, tout bêtement. La vidéo en ce moment circule partout, sur tous les réseaux, et il l'emmène fièrement, ce totem, en disant on le ramène chez nous. Protestation du ministre de la Culture, Franck Riester, qui dit si le débat sur la restitution d'œuvres issues du continent africain est parfaitement légitime, il ne saurait en aucun cas justifier ce type d'action. Est-ce que là, on va vraiment beaucoup trop loin, Marie-Noëlle Lienemann? Il faut arrêter ça très vite. Je veux dire, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Bon, moi, évidemment, il faut que l'histoire soit bien enseignée. Il faut que les leçons de l'histoire soient tirées. Il faut qu'on soit capable de regarder avec lucidité ce qui s'est passé. Mais enfin, régler les comptes d'il y a quelques centaines d'années où la question connue, historique, récurrente des restitutions d'œuvres, qui doit être fait entre pays, discuté entre spécialistes et autres, c'est la mise en cause de l'universalisme républicain, c'est-à-dire l'idée que la culture procède de l'appartenance de l'ensemble de l'humanité et pas seulement de chacun. Il y a des œuvres qui sont françaises, qui sont ailleurs dans le monde. Bien sûr. Bon, donc déjà, il y a le phénomène culturel. Mais plus stratégiquement, cette espèce de vouloir régler des comptes, quand je pense que Churchill, Dieu sait que c'est pas ma famille politique, mais enfin quand même, Churchill a fait beaucoup contre le racisme et contre certains le nazisme, veulent déboulonner en Angleterre. Il a été le bras droit de M. Jean Moulin, je crois que c'était M. Cordier, qui était un des patrons de la résistance, qui a été un homme d'un courage absolu, a lui-même expliqué qu'avant, il avait des tendances antisémites. Et il a changé parce qu'avec la résistance, la découverte naziste, il a évolué. Et donc, c'est Colbert. Alors, regardez, on a fait une petite liste des statuts que certains en France veulent déboulonner. Alors, évidemment, il y a Colbert, parce qu'il a édité le Code noir en 1685, le général Faidherbe, avec la colonisation du Sénégal, le maréchal Gallieni, avec un massacre à Madagascar, et Jules Ferry, l'expansion coloniale française. Tout ça, ça va vraiment trop loin, Sylvain Maillard? Oui, écoutez, ça en devient même ridicule. Ça en devient même contre-productif pour ceux qui le font, parce qu'il peut y avoir une réflexion, vous avez dit, sur la restitution des œuvres. Il y a des discussions, il y a des débats d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Non, mais là, on aussi. est plus dans la restitution des œuvres. On est sur Colbert, sur Faidherbe. Oui. Non, mais sur le sujet précédent, c'est un débat qui existe. On ne peut pas nier, et ça ne sort pas de nulle part. C'est un débat qui existe depuis plusieurs années et qui continue. Mais évidemment, ça en devient ridicule.
et ce qui devient ridicule devient insignifiant et sera rejeté. Et c'est ça qui est finalement au fond dommage, parce qu'on pourrait réfléchir sur le racisme, ça peut être un moment de communion nationale pour faire en sorte que, évidemment, nous y réfléchissons collectivement pour avancer sur ce point. Mais là, ça devient ridicule et donc ce sera... Je voudrais juste sur le sujet précédent, parce que je ne m'avais pas donné la parole. Là, c'est le député de Paris, pardon, je ne suis pas du coq à l'âne, mais juste sur le député de Paris. Moi, je regrette vraiment le fait qu'on laisse faire cette manifestation le samedi. Je le dis très clairement. J'ai des commerçants... de toute façon, elle est interdite. Non, elle est interdite. Comment on peut justifier peut-on justifier qu'on ferme les commerces, qu'on ferme les bars, parce que justement les bars, les cafés, les restaurants, sur le passage de cette manifestation, ils sont fermés en permanence à l'heure actuelle parce qu'on a peur du Covid. On est en crise d'urgence sanitaire. Je ne comprends pas qu'on laisse faire cette manifestation. Je vous le dis, c'est ma position, c'est pas la position de nous. Mais honnêtement, je ne comprends pas qu'on laisse manifestation en hommage à Adama Traoré. Mais quel que soit... Mais c'est pas le sujet. C'est le fait qu'on soit en état d'urgence sanitaire, qu'on a voté, on est dans un état de droit. On peut revenir dessus. Je ne juge pas le fond, c'est la forme, je ne comprends pas. Et les commerçants, mais c'est extrêmement difficile pour eux. Ils sont en train de se dire, une partie d'entre eux ne rouvriront pas. Et là, on referme, on les rebarricade un samedi. Le samedi, c'est le meilleur jour pour eux. C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. Mais c'est un signe d'affaiblissement de l'État. Et la République ne peut pas se permettre cela. La République, elle doit montrer que justement, lorsqu'elle est fragilisée, d'ailleurs plus de République, une manifestation interdite qui a lieu, pardonnez-moi, c'est la voie ouverte à n'importe quoi. Mais c'est pas le laisser faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas prolonger l'interdiction des manifestations. Je fais partie de ceux qui étaient favorables à ce que se termine à la fin du mois de juin. Même si on peut comprendre l'émotion, on disait en quelque sorte Christophe Castaner. Mais il y a tellement d'autres sujets sur lesquels il y a de l'émotion. Et si on allait manifester chaque fois qu'on a des émotions, on le ferait encore plus souvent. Non, c'est trop important. Et c'est la marque de ce quinquennat, si vous voulez, d'un affaiblissement généralisé de l'État qui conduit à d'extrêmes violences. La violence contre ces commerçants qui sont obligés de fermer alors que c'est difficile. La violence contre ces statuts. Il y a une forme là, ça ressemble à des mouvements, à une talibalisation de la société, avec la destruction de quelque chose qui appartient à notre patrimoine. Aujourd'hui, vous avez les députés à l'URM sont dans le commentaire en disant c'est dommage et je regrette, mais ils sont au pouvoir. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République, il y a un gouvernement, que ce gouvernement fasse respecter les lois de la République, c'est pas très compliqué. Alors, je rappelle que je l'ai pas précisé, les 5 hommes qu'on a vus là, je sais pas si on va pouvoir revoir la vidéo, ont aussitôt été interpellés par les gardiens du musée et par la police, et une plainte a été déposée par le Quai Branly. Une enquête de police est en cours. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on a fait un musée des arts premiers. Et Jacques Chirac a toujours voulu que ces cultures soient élevées au même niveau que toutes les autres cultures. Et ça, c'est plutôt à l'honneur de notre pays. En tout cas, c'est à son honneur à lui. Et faire que... Comme si on a pillé un truc pour pas valoriser. Après, on peut discuter qu'est-ce qu'on rend comme... Mais c'était pour hisser toutes ces cultures au même niveau, alors que pendant des années, ces cultures ont été considérées comme secondaires, primitives. Des œuvres qui n'étaient même pas exposées. D'ailleurs, Jacques Chirac était bien seul à l'époque. Jacques Chirac était bien seul à la fin des années 90. C'est pas la même idée. Non, mais... L'universalité de la culture est atteinte dans cela, et vous avez raison, parce qu'il était bien seul à la fin des années 90 lorsqu'il voulait faire ce musée des arts premiers. Et justement, derrière ce mot « art premier », c'était que tous les pays du monde, quelle que soit leur histoire, leur patrimoine, ont quelque chose à apporter au langage de la culture qui est universel, et d'apaisement entre les hommes et les femmes. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on avance également, parce qu'on a beaucoup de sujets ce soir. On va revenir sur la crise sanitaire du Covid. Est-ce que la crise et le Covid commenceraient à repartir quelque peu? Regardez le bilan d'aujourd'hui. Alors, apparemment, non. 28 décès de plus, c'est toujours beaucoup trop. Mais ce sont quand même des chiffres contenus pour la journée d'aujourd'hui. Petite poussée de fièvre, où ça, en Meurthe-et-Moselle, forte hausse des cas. En Meurthe-et-Moselle, le préfet appelle à la vigilance. Et vous nous dites en Meuse, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir Jean-Michel Pavlotsky, vous êtes chef du pôle biologie-pathologie à l'hôpital Henri Mondor. Est-ce que vous-même, ça commence à vous inquiéter un peu? Tout se passait bien, et puis là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des chiffres qui posent question. Bonsoir. Écoutez, non, il n'y a pas aujourd'hui d'inquiétude à avoir. Et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui. On sait que le virus est toujours présent en France, qu'il y a quelques cas, ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupements de personnes qui se transmettent.
L'interprétation qui a été faite de l'augmentation du nombre de cas nouveaux en Meurthe-et-Moselle est essentiellement liée au fait qu'on diagnostique beaucoup en Meurthe-et-Moselle, mais ce soir, Santé publique France a émis un avis disant qu'il n'y avait à ce jour pas de signes indicateurs d'une reprise de l'épidémie. Et pour nous, au laboratoire, qui sommes en première ligne évidemment pour voir s'il y a des nouveaux cas, nous ne voyons pas de reprise épidémique aujourd'hui. Alors évidemment, la situation peut changer d'un jour à l'autre. Ouais, mais donc ça vous inquiète pas, on va voir la carte, on en est à 179 clusters. Alors un cluster, parfois, c'est 3 ou 4 individus. Hein. Pour vous, ça fait partie de la normalité ? Ça fait partie de la normalité. On sait que le virus est présent chez nous. 179, je crois, vous avez dit, clusters sur 67 millions de Français. C'est très peu. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, pour qu'une vague épidémique survienne comme celle qui a frappé la France au cours des dernières semaines, il faut tout un tas de circonstances, de conditions environnementales qui font que cette vague va survenir, va s'amplifier et va comme ça toucher un très grand nombre de gens. Aujourd'hui, on voit bien que la transmission est limitée à ces clusters. Alors, il peut y avoir 3-4 personnes dans une même famille, des gens qui travaillent ensemble, des gens qui se sont croisés lors d'une soirée, puisque maintenant, on peut de nouveau se croiser. Mais nous n'avons pour l'instant, et je dis bien encore une fois pour l'instant, aucun signe que les conditions sont réunies pour une reprise d'une vague épidémique identique à celle que nous avons vécue. Merci de nous rassurer. Ça ne va pas arriver dans les mois et années qui viennent. Oui, est-ce que également la virulence du virus est moindre ? Alors, c'est probablement pas le cas. On a beaucoup moins de cas. C'est vrai que les cas qu'on voit aujourd'hui sont en général des cas bénins, rien à voir avec ce qu'on a vu au moment de la vague. Mais il faut quand même comprendre qu'au moment de la vague, on avait des capacités de diagnostic qui n'étaient pas très développées, donc on a raté beaucoup de cas. Donc probablement ce qu'on a vu dans les hôpitaux, dans les réanimations, sont des cas très graves qui représentaient un pourcentage d'un nombre très important de personnes touchées. Aujourd'hui, c'est vrai que les cas sont moins rares. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui intrinsèquement change très peu, donc que le virus lui-même n'a pas évolué, qu'il n'a pas de raison d'être intrinsèquement plus bénin qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Bon, vous êtes en train de nous dire, en quelque sorte, si on cherche, on trouve. C'est-à-dire que, comme il y a beaucoup plus de tests, évidemment, on découvre plus. C'est pourquoi on ne cherche pas plus. Ouais. Absolument. C'est une excellente question. Ouais, alors Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je pose la question, puisque quand on teste plus, on en trouve plus, je me demande si on teste assez. Parce que si on veut vraiment arrêter, il faut essayer d'arrêter le plus possible la Et apparemment, des tests, donc, maintenant, on en a. Moi, je trouve que on peut s'interroger sur est-ce qu'on teste suffisamment pour être sûr qu'on joue quand même la prudence au maximum. On a mis du temps à tester plus largement. Moi, j'étais sûr qu'on regrettait. On les avait pas, les tests. Non, mais, voilà, on les avait pas, ils n'étaient pas disponibles. Je peux vous dire qu'en matière de sérologie, si je prends l'exemple de mon département, on teste vraiment très, très massivement. Et c'est vrai qu'on en trouve. On trouve des traces sérologiques, en clair, des patients qui ont fait la maladie et qui ont des anticorps, beaucoup plus qu'il y en avait auparavant. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit le professeur là, c'est que le nombre de patients hospitalisés, le nombre de cas est en diminution. Et on aura encore pendant un an et demi, des petits clusters, parce qu'une personne... Oui, sûr, non, mais il faut qu'on ait tout ça. Sans que l'on... Non, mais sans que l'on... Ça peut repartir à l'automne aussi. Non, mais ça, c'est l'affaire de la deuxième vague. Je voulais juste terminer ma phrase. Sans qu'il y ait cette fameuse deuxième vague dont tout le monde parle, si on continue bien les gestes barrières tels qu'on les fait et qu'on laisse un peu de distanciation sociale, à partir de là, le risque sera limité. Mais il y aura toujours des petites poches de résistance. Vous êtes médecin ? Oui, je suis biologiste. Eh ben voilà. Je connais un petit peu ce sujet-là. Absolument. La raison pour laquelle, sur les tests, vous voyez, dans mon département, on fait beaucoup de tests sérologiques, on a fait beaucoup d'examens directs. On a tellement attendu, j'ai tellement regretté par rapport aux Allemands, on s'est aussi loin. Là, maintenant, on est équipé. Mais il y a un autre problème qu'on doit savoir. C'est que malheureusement, tous les tests ne sont pas particulièrement sensibles. C'est-à-dire qu'il y a 30% ou 40% de faux négatifs. Oui. Voilà le sujet. Bon, attendons le vaccin, et j'espère qu'on l'aura le plus vite possible, parce que le jour où on pourra vacciner, il ne faudra pas nous dire qu'il ne faut pas vacciner. Hein. La seule protection qui viendra, elle viendra du vaccin. Alors, il y a une inquiétude, vous le savez aussi, en Europe, notamment en Espagne, parce que l'Espagne, par exemple, alors que tous les pays européens devraient rouvrir leurs frontières aux alentours du 15 juin, l'Espagne dit c'est que le 1er juillet. Et puis, on craint quand même les touristes. Bonsoir, docteur Emanueli. Vous êtes, docteur français en Espagne, dans la région de Barcelone et de Sitges. Est-ce que ça repart également en Espagne ? Alors écoutez, ici les chiffres bruts font état d'environ 25 morts sur une semaine, donc ce qui est relativement peu, et d'environ 1050 nouvelles contagions déclarées chaque semaine, soit 155 nouveaux cas par jour.
Mais il est vrai qu'ici aussi se pose la question des tests. Ce qu'on sait quand même, c'est que les cas suspects, c'est-à-dire que les gens qui ont des symptômes compatibles avec le Covid sont testés à peu près ici à 97% et que le taux de positivité est d'environ 2%. Donc ici, ce qu'on craint surtout, c'est effectivement la convergence de l'Europe entière vers l'Espagne, qui a effectué un confinement très dur pour la population et qui probablement ne tient pas à faire repartir l'épidémie en faisant converger effectivement toute l'Europe chez elle. Alors l'Espagne qui tient quand même à son tourisme, j'ai lu qu'ils allaient rouvrir un espèce de corridor aérien, notamment pour les touristes allemands, vers les Baléares, c'est ça, ou les Canaries, pardon. Oui, tout à fait. Alors, sous la pression, effectivement, des Allemands qui ont de nombreuses résidences secondaires dans les îles Baléares et également des acteurs du tourisme local, un corridor va ouvrir dans quelques jours dit sanitaire, entre l'Allemagne et les îles Baléares pour permettre aux Allemands de rejoindre leurs résidences secondaires. Merci beaucoup, Dr Philippe Emmanuelli, médecin français à Barcelone. Alors évidemment, il y a toute une région du monde où là, ça ne s'arrange pas du tout. Regardez cette image de la célébrissime plage de Copacabana au Brésil, où une association, une ONG, a planté symboliquement ces croix pour montrer l'augmentation de la pandémie. Et puis écoutez ce spécialiste qui est plutôt inquiet sur le reste du monde. On l'écoutera un petit peu plus tard. À propos, on doit accélérer le déconfinement ou pas? Emmanuel Macron doit s'exprimer là-dessus dimanche soir, il doit aller plus vite? En tout cas, on ne doit pas culpabiliser les Français. Je crois que souvent, on entend que si les choses reprennent, c'est parce que les Français ne se comporteraient pas correctement. Non, les Français, ils ont besoin de directives claires. On leur a expliqué, je crois qu'ils comprennent parfaitement les mesures de distanciation sociale, le port du masque. Mais derrière, il faut que l'État soit exemplaire. Et je reviens sur cette histoire de travailleurs polonais qui arrivent et qui sont autorisés. Oui, mais la réalité, elle est là. C'est que si l'État n'est pas exemplaire lui-même, si l'État laisse entendre qu'au nom de cette idéologie d'un mondialisme et de l'absence de frontières, il fait venir des travailleurs parce que c'est moins cher, parce que c'est une bonne façon de faire les choses. C'est l'État qui autorise, par l'absence de frontières et par l'absence de règlement, c'est l'État qui, par sa politique, autorise, encourage ces arrivées massives. Vous dites, on aurait dû les bloquer. On aurait évidemment dû les bloquer. Et donc derrière, c'est un peu facile d'aller pointer du doigt les Français. C'est pas acceptable. On apprend ce soir, par exemple, sur le déconfinement, qu'il va y avoir des tests obligatoires pour se rendre dans les dom-toms cet été et que ça va être la fin de la quatorzaine. On sent que ça déconfine un peu plus vite maintenant. Mais il faut déconfiner. Pourquoi? Parce que les chiffres que l'on a sur la progression du virus le permettent. Ouais. Et à partir de là, l'économie doit repartir. Le plan de relance doit être au rendez-vous. Il ne faut simplement pas faire n'importe quoi, une fois de plus. On sait que sur les dom-toms, il y a eu un moment ou un autre les frontières qu'il a fallu fermer. Je vous rappelle qu'il y a du couvre-feu qui ont été installés, qui ont montré une efficacité. Moi, ça ne me choque absolument pas qu'on teste les gens, tout simplement. Ouais, s'il y a un cas qui est positif, qu'est-ce qu'on fait dans les EHPAD? S'il y a un cas qui est positif, on l'isole. S'il y a un journaliste qui est positif, on l'isole. On vous demande de rester chez vous pendant 14 jours. Simplement, il faut endiguer la maladie. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'économie doit repartir. On ne va pas vivre sur les subventions publiques à tout moment pendant X années. Vous savez que le patronat demande le chômage partiel au moins jusqu'à la rentrée. Je suis d'accord avec ça. Pour une évidemment, mais qui paye? La caisse commune, et vous avez vu l'état des déficits que nous connaissons. Non, mais ça coûte moins cher. Personnellement, je suis pour la prolongation du chômage partiel. Parce que je crois qu'il faut vraiment permettre aux entreprises, d'abord aux salariés et aux entreprises, de passer le cap sérieusement pour pouvoir vraiment rebondir. Et je trouve que par rapport au coût, c'est quand même un coût qui donne du pouvoir d'achat, donc contribue à la relance, et qui quand même accompagne sérieusement. Vous savez, Marie-Noëlle Lienemann, qu'on arrive dans les zones assez dangereuses, qu'il faille maintenir une partie du chômage. On va être à plus de 50 milliards d'euros à la fin du mois de juillet. Philippe Vigier, si vous commencez à sortir les gens de l'emploi, mais oui. De l'entreprise. Parce que les entreprises, elles font quoi? Elles sont en train de se remettre à niveau. La richesse nationale, le PIB a baissé de 11 points, donc ce qui est énorme. Elles se remettent à niveau. Il faut qu'on puisse garder au maximum les salariés. Attends, je termine juste dessus. Les salariés au maximum dans l'emploi. Là, ce qu'on va proposer, probablement, c'est une baisse du chômage partiel, en tout cas de la prise en compte par l'État, pour pas que ce soit, pour justement qu'on revienne tous au travail. Oui, mais on va
probablement refaire encore le baisser un peu plus, peut-être au niveau des Allemands. Les Allemands font ça à 60% et c'est peut-être bien. Et ça permet à chacun de reprendre le travail au maximum. Il faut remettre les gens au travail au maximum. Il y a des secteurs, mais les entreprises qui ont pas. À côté de ça, il y a des secteurs dans lesquels, je suis désolé, je pense l'hôtellerie, restauration, le tourisme, sur lesquels c'était zéro activité. C'est 85% jusqu'à la fin de l'année. Ces gens-là, ils sont en grande détresse. Bien sûr. Si on n'ouvre pas un peu les vannes, comment fait-on? J'insiste sur deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut garder... Donc vous êtes d'accord, Marie-Noëlle Lienemann, avec le MEDEF pour maintenir ça ne va pas durer longtemps, le chômage partiel. Mais essentiellement... On va le noter, c'est important. Oui, parce que je pense qu'il faut que nos entreprises aient le niveau de salaire que touchent les salariés ne soient pas amputés et qu'il faut encore du temps, au moins jusqu'à octobre-novembre, avant de... Par contre, il faut contrôler très sérieusement, parce qu'il y a eu beaucoup de tricheries, et il faut contrôler cette tricherie des entreprises. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme problème, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est quand même tous ces gens qui n'ont pas le chômage partiel, qui étaient extras dans l'hôtellerie, travaillaient dans l'événementiel, on est d'accord. Ceux-là, ce sont les nouveaux pauvres. Ils n'ont rien du tout. Absolument. Vitesse grand V, il faut leur donner des rémunérations. Merci de parler de cela, parce que ce sont les plus en souffrance. Mais sans salariés, il n'y a pas d'activité. Une entreprise, vous le rappeliez, une entreprise, je ne suis pas dans l'entreprise, je peux vous dire, sans mes salariés, je n'ai pas d'activité. Et j'ai d'autres charges que les charges salariales. Vous êtes patron de quel type d'entreprise? D'une société dans le domaine de l'énergie. Si vous n'êtes pas capable de produire, vous ne pouvez pas vendre. Si vous ne vendez pas, vous n'avez pas de ressources. Et il n'y a pas que la charge salariale. Vous avez toutes sortes d'autres charges. Et donc la richesse de l'entreprise s'amenuise tout doucement. Et à la fin, quand les salariés reviendront, il y aura moins d'emplois pour eux. Donc il faut au contraire retourner le plus vite possible à l'emploi. Et donc le déconfinement et la nécessité de permettre à chacun de retrouver une activité est indispensable. C'est totalement artificiel d'imaginer qu'on puisse traverser l'été avec des entreprises qui ne travaillent pas, qui n'aient pas d'activité. On n'a pas dit que c'était parce qu'elles ne travaillaient pas qu'il y avait le chômage partiel. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais vous faire écouter un témoignage en direct, là, maintenant, sur LCI, exceptionnel. On va l'appeler Eric. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes un ancien membre, je ne sais pas si on va découvrir votre visage, un ancien membre des forces spéciales françaises, jeune retraité, parce que dans les forces spéciales, on est retraité beaucoup plus tôt. Et spontanément, pendant la crise du Covid-19, vous vous êtes mis au service de l'hôpital, je crois, Henri Mondor. Comment ça s'est passé? Racontez-nous votre aventure. Bien, écoutez, bonsoir. L'origine de la démarche, donc pour nous présenter rapidement, nous sommes un groupe de personnes qui se sont croisées durant nos carrières militaires en provenance de différentes unités. Nous avons créé une association qui existe depuis l'année 2018 avec pour objectif la bienveillance envers l'humain et l'entraide de tous dans la représentation du bien commun. Bon, dès le début de la crise Covid, nous avons échangé sur la façon de nous rendre le plus utile. Bon, il nous est apparu rapidement qu'il y avait une urgence absolue à venir en aide au monde médical. Cela nous a semblé naturel, car venir en aide était le cœur de notre métier. C'est là notre engagement, c'est notre code militaire, et en premier lieu, de servir notre France. Bon, et alors racontez-nous, vous êtes à l'hôpital Henri Mondor, donc j'allais dire un environnement que vous ne connaissez pas, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, en effet, il y a eu une phase d'adaptation qui a dû être très rapide, et dès le début, donc, il est apparu rapidement qu'il y avait une urgence absolue, donc à venir en aide au monde médical, et cela nous a semblé tout à fait naturel de venir donc en aide rapidement. Donc, une fois que nous sommes arrivés, nous avons eu à peu près une journée pour observer ce qui s'est passé. Ensuite, nous nous sommes rapidement adaptés. Nous étions au début une petite dizaine dans cette aventure, et tout en continuant donc je dirais dans l'urgence, bien entendu, nous avons dû continuer à recruter, puisque à 10 pour remplir les charges que nous devions remplir. Mais vous faisiez, pardonnez-moi, vous faisiez quoi exactement, concrètement? Qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, écoutez, généralement, les premiers postes étaient des postes de brancardiers. Ensuite, donc, nous avons effectué donc des postes d'aide auprès des manipulateurs radio en chambre-lit, également donc en service de réanimation, en scanner.
Et puis également à la morgue, qui était un poste qui était très chargé sur le plan psychologique et psychique. Et nous avons ressenti également un manque très important dans ce service. Mais alors, j'allais dire, vous faisiez ça un petit peu en dehors de tous les codes. Qui vous a donné le feu vert? Vous aviez des autorisations? Comment ça s'est passé? Alors écoutez, au tout début, donc Monsieur Martin Hirsch, donc directeur général de l'Assistance de Paris, des Hôpitaux de Paris, nous a dit banco. Et donc, écoutez, nous nous sommes naturellement mis en ordre de bataille, si j'ose dire, de façon à donner corps à notre action. Et par là même, en même temps, nous avons dû remplir une autre fonction qui était une fonction de recrutement, mais de recrutement pas n'importe comment, puisque nous